Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce congrès du télétravail. On va échanger pendant 1 heure autour de cette thématique, les outils du télétravail, la dématérialisation de la relation, les enjeux, les apports et les limites avec des invités qui sont avec nous. Bonjour Gauthier tout le monde. Vous êtes le président de Web Island. On va parler de votre expérience de vie très forte. Régulièrement, vous abandonnez le monde finalement, vous déconnectez complètement, vous partez dans le désert, ça peut être une île déserte ou un territoire totalement désert. Vous nous raconterez comment vous vivez ça, ce que ça change chez vous et puis vous montrerez aussi les limites, on apprendra des limites de cette expérience. Bonjour à Vincent Dupin. Bonjour Vincent. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Into the Tribe. On découvrira les activités de votre agence qui accompagne les salariés dans la déconnexion. Alors vous poussez les gens à vivre ce que vit Gauthier tout le monde, alors peut-être pas dans les mêmes extrémités. On découvrirait ça ensemble dans quelques instants. Avec nous également Thomas Forêt qui est à distance. Bonjour Thomas Forêt. Oui, bonjour à vous. Vous êtes le président de Waller. On découvrira Waller et l'offre que vous proposez. Là aussi, comment on explore de nouveaux territoires, de nouvelles contributions et comment peut-être on reste en contact ou au contraire, on déconnecte. On recevra dans quelques instants une autre invitée. C'est la responsable marketing de CIO Vision. Elle s'appelle Olga Dernovaya. Pour l'instant, Olga est sur la route. Elle arrive. Elle sera là dans quelques minutes avec nous depuis le plateau de ce congrès du télétravail. Merci à GoFast qui est le partenaire de cette conférence. Trop de mails avec pièces jointes, des serveurs de fichiers sur lesquels on ne trouve rien, l'impossibilité de télétravailler facilement. Alors GoFast, donc c'est la solution. Dans votre data center, vous savez exactement où sont vos données. Je vais commencer avec vous, Gauthier, tout le monde. On va expliquer, là, je sais que j'ai un petit peu teasé sur ce que vous avez fait, ce que vous avez vécu. Vous êtes explorateur, vous êtes également un chef d'entreprise, vous avez longtemps travaillé dans la finance, puis vous avez lâché tout ça pour diriger votre propre entreprise. Et régulièrement, vous partez pour une période, 40 jours, dans un lieu totalement désert. Vous avez fait ça combien de fois, de déconnecter à ce point-là ? 3-4 fois. 40 jours, pourquoi finalement? Parce que c'est le temps de se désintoxiquer de la vie moderne. On parle de quarantaine. Oui. 40 jours, voilà, c'est le temps. En fait, 40 jours, ça paraît court, mais quand on est seul, c'est long. Et donc, on a le temps d'apprécier toutes les étapes de cette solitude, avec plus ou moins de bonheur au départ. Et puis, petit à petit, la solitude devient un peu une compagne. On en parlera peut-être par la suite. Mais on voilà, expliquera ce qui se passe pendant cette période particulière il se passe des pour choses vous. bizarres dans la tête à ce moment-là. Qu'est-ce qui vous a amené à partir, à rompre comme ça, à avoir envie de tenter cette expérience? Lorsque vous êtes chef d'entreprise, vous le faites depuis que vous êtes chef d'entreprise. Alors, si on est tout à fait honnête, partir sur une île déserte, c'était un rêve de gamin. Donc, c'était les lectures de Jules Verne, de Grand Cousteau. Et puis en 2005, j'ai rejoint l'explorateur Jean-Louis Etienne à Clipperton. Clipperton, c'est l'atoll le plus isolé au monde, dans le Pacifique. Et j'ai vu des scientifiques qui travaillaient avec des ordinateurs alimentés par l'énergie solaire. Je me suis dit, tiens, peut-être quelque chose. Il y a un mode de fonctionnement, il y a une méthode. En 2011, je participe au tour du monde à l'énergie solaire du bateau solaire, le Planète Solar. Ouais. Là, je me dis, tiens, le solaire, c'est pas mal. Donc je me suis dit, finalement, les nouvelles technologies et le solaire, ça peut m'aider à faire cette expédition. Or, j'aime pas la routine et je me suis dit ce serait intéressant, avec mon équipe, ça a été préparé très en amont, de se dire qu'est-ce qu'on fait d'un peu rigolo. Et à l'époque déjà, j'étais assez fasciné par le travail à distance. Je me suis dit, voilà, on va faire quelque chose dans des conditions extrêmes. J'ai demandé si quelqu'un voulait prendre ma place. J'ai pas eu de réponse favorable. Si j'avais dit, voilà, c'est un bel hôtel sur une île déserte, au Maldives, ou je sais pas où. Peut-être eu davantage de candidatures. Ouais. Là, je voulais la vivre d'une façon extrêmement authentique. Donc avec quasiment rien pour manger, du riz, des noix de coco, comme ça qu'on perd facilement 14 kilos. Et quand je dis ça à mon équipe, qu'il y avait en plus des serpents, qu'il y avait des varans, qu'il y avait des rats, etc., là les gens ont dit, c'est le boss qui y va, mais pas nous. Voilà. Donc, vous partez pour ces 40 jours, première expérience, même si vous êtes déjà un explorateur, vous avez dit vous êtes parti avec Jean-Louis Etienne, entre autres, vous partez, un kit, des panneaux solaires, un ordinateur, un kit de communication satellite. Alors, le matériel était très simple. Ma maison, en fait, c'était un hamac, donc suspendu entre deux palmiers, une moustiquaire, parce qu'il y a énormément de moustiques, et puis une bâche de protection pour la pluie. Mais ça tombe bien, je suis parti au moment de la saison des pluies, ce qui n'était pas une très bonne idée. Donc j'ai eu des orages monstrueux, et sans cette bâche de protection, ça aurait été horrible. J'avais 4 panneaux solaires. En gros, ça faisait la taille d'une grande serviette de bain, qui était reliée à deux batteries, ordinateur, un capteur d'internet satellitaire. Évidemment, j'étais loin de tout. Je voulais vraiment être isolé du monde, donc pas avoir de visiteurs.
Et donc, il faut un capteur d'Internet satellitaire, et à ce moment-là, vous pouvez travailler. Sauf que l'Internet satellitaire, c'est relativement onéreux. Donc, la communication avec mon équipe, elle se faisait principalement par mail. Sans pièces jointes, simplement du texte, pour Exactement. limiter la consommation de données. Ça, et éviter aussi, lorsqu'il y a des mises à jour, je ne faisais pas de mise à jour, sinon là c'est druide. Ouais. On a fait quelques Skype, mais c'était principalement par mail. Alors à l'époque, on était en 2013 à ce moment-là, Skype c'est le principal vecteur pour communiquer en visio. Pour celui qui est insulaire, Skype c'est assez déstabilisant parce que vous entrez dans un univers qui est celui de votre bureau, vous voyez votre équipe, et lorsque vous fermez la session, vous dites « mince, je suis quand même terriblement seul ». Et là, ça vous pèse, ça vous pèse beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? C'est dès le premier jour, ce sentiment de solitude? Comment ça évolue au fil des jours? Alors, dans la relation avec les autres, avec vos équipes qui sont à distance, et pour vous, sur place? Alors déjà, il faut gérer soi-même, David, c'est ça le problème. Il ne faut surtout pas arriver, si quelqu'un qui nous écoute veut faire la même chose, parce que, pourquoi pas, hein, c'est une bonne idée, il faut arriver bien dans sa tête. C'est-à-dire que si on est mal, on va être très mal. L'île a un pouvoir d'amplification qui est énorme. Donc au départ, il faut vraiment gérer sa tête, trouver des repères qui sont familiers sur l'île. J'avais nommé les différents points de l'île par des noms que je connaissais. Là, ici, on est à Lyon, je dirais, bah, tiens, je vais à la Cité internationale. En fait, c'est un palmier, on s'en fout. Mais c'est de dire, voilà, je colonise l'île en termes philosophiques du terme, pour que je me l'approprie et que je ne sois pas paumé. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête au fur et à mesure? Comment ça évolue? Vous prenez vos repères, vous avez votre matériel, vos contacts, mais néanmoins, cette solitude, cette déconnexion, puisqu'on parle de ça aujourd'hui, cette déconnexion, elle évolue comment au fil des 40 jours? Alors, au départ, c'est les grandes frayeurs. Et puis ce côté vertigineux de se dire je suis seul, c'est un peu bizarre quand même. Alors heureusement j'avais pris un chien, donc il m'a accompagné et on parle à son chien. J'ai jamais parlé autant à un chien, et lui me parlait à sa façon, donc c'était plaisant. Mais enfin bon, ça reste un chien. Donc on a un peu peur, le fait de ne plus voir aucun humain, ça devient une préoccupation. Et puis il y a le cap des 15 jours où finalement au bout de 15 jours on s'est réapproprié une vie en pleine nature. La nature devient une compagne, la solitude devient assez curieusement une compagne, et on passe un cap, curieusement, en 15 jours, ce qui n'est pas long. Hein. Ça va très vite. Et lorsqu'on arrive à 4 semaines, la 4e semaine est un peu compliquée parce qu'il y a un fossé qui se crée entre l'insulaire et le reste du monde, comme j'appelais. Sur les préoccupations, par exemple? Bah, quand je communiquais avec mon équipe, je devenais un peu parano, parce que tiens, le mail, je ne le comprends pas, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de caché derrière ce mail Bon, j'avais perdu 14 kilos, j'étais mal, j'avais chopé une maladie tropicale, donc on ne va pas forcément très bien, et du coup, on a des réactions qui ne sont pas extrêmement saines. Et puis, il y a cette peur finalement qui s'installe, peut-être pour les gens qui vont être déconfinés et réintégrer leur entreprise, c'est de se dire, mince, j'étais content d'avoir quitté le monde, les voitures, je vis en pleine nature, je me suis réapproprié, et puis tout d'un coup, je vais devoir retrouver ce que finalement j'ai un peu quitté avec plaisir. Et il y a cette crainte de revenir dans le monde normal. Il y a quelque chose de paradoxal dans ce que vous vivez là alors? Oui, c'est-à-dire qu'au départ, on cherche la présence des autres, ouais. On la regrette, elle est pesante, et après on se dit, mince, qu'est-ce que je vais faire quand je vais revenir? Quelle sera ma réaction? En gros, il a fallu 6 mois, parce que j'étais malade, pour déjà me sentir mieux physiquement. Et puis, dans les relations qu'on a avec les autres, là, je crois qu'il ne faut pas réfléchir. C'est un peu comme qu'on se déconfine et qu'on réintègre son entreprise. On dit, on refait comme avant. Et on est dans l'action. C'est le fait d'être dans l'action qui fait que ça va bien. Vous êtes quel type de manager? Pas un hyper contrôlant, visiblement? Au départ, j'ai eu la tentation de fliquer un peu. D'accord. Ce qui est, à mon avis, une tentation assez légitime de manager. Ouais. Après, moi, je pense que le travail à distance fonctionne que s'il est basé sur la confiance. Alors, la confiance dans le boss, après tout, il fallait quand même que le boss, je passais un peu pour un excentrique. Hein. Quand je leur ai dit, voilà, je vais partir 40 jours sur une île déserte, ça dit, ça y est, ça le reprend, c'est un grand malade. Bon, après, j'ai expliqué le projet, ils ont adhéré, et moi, j'avais confiance en eux, j'ai délégué financièrement, je ne faisais pas l'échec, hein. J'étais oui, évidemment, loin de tout. Hein. Ils sont quelque part aussi les cobayes vos salariés sont les cobayes de l'expérience, eux aussi. Ils sont des cobayes volontaires, n'empêche que lorsqu'on a eu le premier confinement, on n'a pas vécu d'une façon difficile. On avait déjà expérimenté le télétravail. C'est un avantage.
Je viendrai dans un instant avec vous. Vincent Dupin, fondateur de Into the Tribe. Vous, l'idée, c'est d'emmener des gens, des salariés à la déconnexion. Qu'est-ce que vous leur faites faire? C'est pas 40 jours dans le désert, c'est pas aussi fort et aussi dur que l'expérience de Gauthier. Non, effectivement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on amène les collaborateurs à la montagne, à la mer, en pleine campagne. Et pendant plusieurs jours, en général, c'est 2-3 jours, on leur coupe totalement Internet. Donc, c'est-à-dire qu'on installe une application sur leur téléphone qui va tout enlever, plus de réseaux sociaux, plus d'emails. Ils ont juste accès au téléphone et au SMS pour pouvoir garder un lien avec leur famille. Et du coup, pendant vraiment 48 à 72 heures, ils sont totalement déconnectés. Et l'idée derrière, c'est vraiment de faire de la cohésion d'équipe, de favoriser les échanges, qu'ils puissent vraiment être dans le présent et qu'ils puissent échanger entre eux et communiquer le plus possible. Alors même si la durée est plus courte que ce qu'on vient d'évoquer, qu'est-ce qui change chez les gens? Qu'est-ce que vous voyez changer pendant ces 2 à 3 jours, sans web, sans data? Ce qui est intéressant, c'est qu'au début, certains ressentent un petit peu un manque et au bout de quelques heures, ils oublient qu'ils sont déconnectés parce qu'on organise des programmes aussi où il y a plein d'activités, des activités sportives, artistiques, gastronomiques, etc. Et ils oublient rapidement qu'ils sont déconnectés et parfois même ils ont du mal à se reconnecter. Ils ont des problèmes parce qu'ils savent qu'ils vont avoir plein de mails, plein de messages, plein de notifications et ça peut même créer un petit stress au moment de la reconnexion. Oui, il y a ce risque-là de voir une surabondance d'informations et ils ont peur de réenclencher. Alors, je ne sais pas si c'est une espèce de mode avion, ils ont peur d'enlever cette espèce de mode avion? C'est ça, exactement. Ils ont peur de retourner un peu à la réalité aussi. Qu'est-ce qu'ils en gardent des jours, des semaines, des mois après de ce stage? Nous, ce qu'on a comme retour après ces séminaires de déconnexion, c'est vraiment le fait que ça leur a permis de baisser un peu leur niveau de stress, de se retrouver en pleine nature, de pouvoir avoir des échanges vraiment intéressants avec leurs collègues. Et ils ressentent les bienfaits encore quelques jours après. Mais l'idée, ce n'est pas uniquement de les déconnecter pendant 2-3 jours et de les renvoyer chez eux dans leur vie classique. C'est aussi, pendant ces séminaires de déconnexion, de leur proposer des ateliers pour les aider à être, on va dire, mieux connectés au quotidien et à mieux vivre avec le digital. Donc on leur donne des bonnes pratiques, des outils, des solutions pour améliorer leurs usages numériques et pour faire en sorte qu'ils puissent reprendre un peu le contrôle sur toute cette connexion Internet. Vous en avez passé combien là, combien de chefs d'entreprise, de dirigeants, de managers? L'échantillon? Là, on a envoyé plus de 700 personnes en déconnexion numérique. Vous commencez à avoir un vrai test et un vrai retour sur les bienfaits de ce moment-là. Ils apprennent la déconnexion. Exactement. Ils gardent la petite application ou pas après? Oui, on leur offre l'application. Ouais. Et du coup, ils peuvent la garder et ils peuvent l'utiliser pour se déconnecter quand ils font, je ne sais pas, une sortie en famille ou lorsqu'ils ont besoin de se concentrer sur une tâche de fond. Ils peuvent tout de suite réenclencher l'application. Et en fait, cette application, elle transforme le smartphone en Nokia 3310. Donc oui, vraiment, téléphone SMS. Point. Exactement, il y a juste le téléphone. Et le Snake pour jouer et c'est tout. C'est hyper simple. C'est vrai que c'est un peu un rêve et un Graal quelque part tout ça. Parmi les outils, Thomas Fauré, on va parler de Weller, qui est un véritable outil qui permet de travailler à distance. Est-ce que vous êtes avec nous? Oui, Thomas Fauré, vous êtes toujours avec nous, président de Weller. C'est quoi les avantages d'un outil comme le vôtre? Qu'est-ce qu'on cherche avec ce type d'outil, Thomas? Alors, ce qu'on cherche, en fait, c'est à créer une sorte de continuum entre la situation numérique au bureau ou en télétravail. C'est-à-dire qu'on cherche surtout à ne pas avoir de rupture entre ces modalités qu'on a découvertes assez radicalement en 2020, ouais, mais qui, en fait, existaient auparavant, puis vont probablement s'installer dans le temps, c'est-à-dire des modalités mixtes, où tantôt les collaborateurs sont au bureau, en présentiel, et tantôt sont chez eux. Voilà. Donc l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir une plateforme ou des plateformes qui permettent en fait une continuité du travail. Et donc en fait, le vrai sujet, c'est la transformation numérique de tous les usages qu'on appelle collaboratifs, donc de la collaboration au sein de l'entreprise, en dehors de l'entreprise aussi avec ses clients, ses partenaires. Donc l'idée, c'est d'avoir un outil qui numérise. Et quand la société, l'entreprise est numérisée et dans tous ces processus, évidemment, les modalités de télétravail sont plus faciles. Il y a un gros enjeu sur la sécurité des données. Comment on sécurise tout ça? Comment on arrive à enfermer tout ça? Vous parliez d'être à la maison, au travail en même temps et d'utiliser ces outils dans les deux cas. Ce qui veut dire avec l'ordinateur de quelqu'un d'autre peut-être aussi? Absolument. Je pense, on a tous observé effectivement la recrudescence des problématiques de cybersécurité en 2020. Enfin, plutôt, on devrait dire de cyberattaque parce que
La cybersécurité, c'est ce qui évidemment prévient les cyberattaques. C'est un sujet qui est majeur. L'idée, c'est la suivante, c'est que les outils qui sont utilisés dans le cadre d'un télétravail soient au même niveau de sécurité que ceux qui sont utilisés au sein de l'entreprise. Ça fait quand même quelques années que les solutions SaaS, donc dans le cloud, c'est-à-dire pas hébergées vraiment sur les serveurs de l'entreprise, que ces solutions existent et se déploient. Et évidemment, elles se déploient comme Waller, avec ce souci de la cybersécurité qui est extrêmement important. Ça veut dire aussi beaucoup de choses. Ça veut dire vraiment pouvoir former les collaborateurs à ces problématiques de cybersécurité et surtout disposer d'outils. Je dirais imposer une politique de cybersécurité, ce qu'on appelle les PSSI, politique de sécurité des systèmes d'information, qui soit, je crois, assez radicale parce que nous, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que dans beaucoup d'entreprises, les salariés ne savent pas ce qu'est une PSSI, ne connaissent pas véritablement ces enjeux. Or, c'est vrai que cet effort de formation à la cybersécurité, en plus du choix des outils qui doivent être sécurisés, c'est fondamental dans cette mutation du travail qu'on observe maintenant. Gauthier Tout-le-Monde, je reviens vers vous. Des outils, alors vous avez parlé de Skype, qui est l'outil d'échange. Vous auriez pu vous baser sur une solution comme celle-ci, davantage collaborative avec vos équipes, qui peut tourner aussi avec des décalages horaires, du coup, donc il peut tourner la nuit, le jour. C'était jouable, c'est même très intéressant, effectivement. Ouais, ça pourrait vous apporter. J'avais 6 heures de décalage horaire, donc là aussi, on avait poussé le curseur un peu loin. 6 heures, déjà, c'est beaucoup, oui. Saison des pluies, serpents qui trégrouillaient partout, varans, décalage horaire, 10 000 km quand même. Donc toutes les solutions de ce type-là, ça me passionne. De toute façon, ces technologies sont passionnantes. Ouais, vous auriez pu avoir un Waller sur place. Je ne sais pas ce que ça consomme en termes de data, mais ça aurait pu certainement fonctionner à regarder, évidemment, parce que la data coûte très cher dans une liaison satellite, ce qui est un des enjeux. Vincent, vous pourriez aller jusqu'à des... Alors aujourd'hui, j'imagine que c'est plutôt soft, l'endroit où vous amenez les managers. Vous parlez d'un hôtel 5 étoiles, etc. On est peut-être là-dessus. Vous pourriez imaginer les emmener dans quelque chose d'un peu plus dur. On parlait avant l'émission d'un Koh-Lanta entre nous. Est-ce que vous pourriez les amener jusque-là ? Effectivement, on pourrait le faire. Après, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que globalement, les managers, les dirigeants souhaitent aller pas très loin. Ils préfèrent des destinations proches. Donc parfois, on les emmène au milieu du Massif central, dans les Alpes ou sur une île en Grèce. C'est pas Koh-Lanta, mais c'est déjà un beau rapprochement avec la nature et une belle déconnexion pour eux. Après, nous, on est capable de les amener partout dans le monde et s'ils le souhaitent, on peut les amener bien sûr en Indonésie ou en Amazonie. Ça peut se programmer, ça peut se programmer, évidemment. Effectivement. Ouais. Ouais, et sur des durées plus longues, évidemment, que les 2 ou 3 jours dont on parlait tout à l'heure. Exactement. Gauthier, est-ce que vous avez envie de transmettre cette expérience que vous avez vécue ? Est-ce que vous avez envie d'emmener des gens, alors pas trop, parce que sinon ça peut ressembler à l'île déserte, mais dans ce contexte-là et ce concept ? Alors j'ai effectivement un projet, qui est tout prêt, j'attends simplement que les conditions sanitaires le permettent. L'idée, c'est de créer sur une île déserte qui est en Indonésie, que je connais bien, le premier centre de coworking. Donc des gens viendraient sur cette île déserte pour télétravailler, donc on assurait l'Internet, et puis leur transmettre aussi l'amour de la nature et se réapproprier cette vie en pleine nature. Donc ça, c'est le premier projet sur cette île. Le second projet, c'est de faire ce qu'on appelle en anglais du team building, c'est-à-dire d'amener des gens d'une même entreprise qui parfois ont un peu de mal à se parler, et on les fout quasiment à poil sur l'île, on leur dit maintenant vous allez un peu comme dans Koh-Lanta vous nourrir, il y a des épreuves et tout. Et ce que j'espère, parce qu'ils ne sont pas là pour s'entretuer, il n'y a pas les rouges, les jaunes, etc., mais de dire on a une expérience unique et on va essayer vraiment de capitaliser en rentrant au bureau sur cette expérience. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant que je souhaite développer avec des entreprises. Ouais, le plus rapidement possible, évidemment, de mettre ça en place et les emmener. Quand vous avez parlé de ces 15 jours où on retrouve des ressentis primaires ou des actions primaires, c'est le temps, c'est la situation géographique, les points cardinaux par exemple. On vous demandait le nord, le sud, c'est très facile pour vous. En observant le ciel. On raisonne, David, en fonction du nord, du sud. On regarde en permanence le ciel. On regarde en permanence les feuilles. Il y a pas mal d'indicateurs, ou le lagon, il y a plein de choses qu'on se dit, bien sûr, à l'usage, c'est évident, il va faire tel temps demain. Il y a une chose que je voulais dire quand même par rapport au travail à distance et au confinement, c'est qu'on peut se retrouver dans un endroit magnifique, ce qui est le cas de l'île déserte,
Et à l'usage, parce que finalement je ne faisais quasiment que travailler, l'île désert était assimilée au bureau. Le lieu, Oui, je l'endroit, me disais, c'est il manque le plus que bureau. des armoires Ouais. métalliques sur la plage, des dossiers suspendus, je suis au bureau. Et vous passiez votre vie au bureau? J'avais l'impression que l'île, c'était le bureau. Et c'est pour Et ça il- que vous travailliez Et plus? il y avait une autre île déserte en face, Ouais. et je me disais, ça va être sympa le week-end d'aller sur C'était les l'île en vacances, face, parce que je partirai, je quitterai le bureau. Pour vous dire que dans le télétravail, il y a aussi une notion qui est importante, c'est le sport. Il est primordial, je fais du sport tous les jours, sinon on devient cinglé. Alors quand on est seul, le risque de devenir cinglé est fort, mais quand on télétravaille dans une atmosphère un peu confinée et qu'en plus c'est un confinement qui n'est pas volontaire, le sport est vraiment quelque chose d'important. Ouais, se remettre en route, se mobiliser évidemment Oui. et bouger. La réaction, là j'ai Stéphane qui vient de laisser un petit message dans le chat. D'ailleurs, laissez-nous des messages, des réactions, des questions pour nos invités aussi. Vous pouvez le faire pendant toutes les émissions. Stéphane qui dit oui, forcément, elle sera moins déserte, votre île, au moment où vous serez en cowork. Vous n'avez pas peur que ça casse quand même quelque chose, qu'il y ait un petit peu plus de monde par rapport à vous, l'expérience ultime que vous avez vécue, même si c'est pas la dernière? Je continuerai de faire des expériences en solitaire parce Ouais, que c'est vraiment une passion. Et puis je suis parfois accompagné par des psychologues, enfin à distance, qui m'expliquent. J'avais aussi un toubib à distance qui me suivait. Et après, on fait un retour d'expérience pour voir qu'est-ce qui se passe en crâne, quelles sont les réactions psychologiques. Parce que finalement, il y a beaucoup à dire. Il faut déjà s'accepter soi. Il faut accepter plein de choses et cet aspect psychologique, il est fondamental. En revanche, lorsque on vit ces expériences seules, finalement la morale de cette histoire, c'est qu'on a tous des capacités incroyables à s'adapter. Je vous mets sur une île déserte, David, je suis certain qu'au bout de 15 jours, vous serez un champion. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le choix. Vous avez un problème d'ordinateur, vous allez vous débrouiller tout seul. Débrouillez-vous, ouais. Un problème de gros orage qui a complètement démantibulé vos panneaux solaires, votre hamac et tout ça, vous allez vous débrouiller. Et en fait, on a tous, vraiment tous, des capacités pour s'adapter. Vous avez craqué ou pas à un moment? Alors, sur l'île déserte, non. D'accord. Ça m'a traversé l'esprit quand même, je trouvais que c'était un peu dur. Dans le désert, par plus de 50 degrés à l'ombre, et ça pendant 5 heures de la journée. Les conditions sont Dans une encore plus tente dures. qui faisait 3 mètres carrés, là ça devient très dur. Ça devient très dur parce que c'est physiquement très éprouvant. Très 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 éprouvant. Vous êtes passé par la peur aussi? La peur, je l'ai eue, pas dans le désert, pourtant, non, pas dans le désert, pourtant il y a quand même des menaces, il y a des scorpions, il y a des serpents, mais on ne les voit pas, on s'en fout un peu. La première peur que j'ai eue sur l'île déserte, le premier jour, c'est mon copain suisse Raphaël Donjon, l'homme du Planet Solar, qui m'a dit t'es pas très bricoleur, je vais t'installer tes panneaux solaires, on va tout vérifier, et puis après je m'en vais. Et puis on était sur la plage, donc l'île, il n'y a personne dessus, donc la vie animale a repris le dessus, évidemment. Et il m'a dit Gauthier, regarde à tes pieds, parce qu'il Raphaël est suisse. J'ai regardé, et en fait il y avait un serpent qui était à 1 mètre de mon mollet. Premier contact. Premier contact, l'écrou était sorti. Il m'a dit, il ne faut pas bouger. Je peux vous assurer que je n'ai pas bougé. Et après, il est allé chercher un bâton. Et voilà. Donc je me suis dit, OK, il y a le lagon, il y a toute la fantasmagorie qu'on peut avoir, les fantasmes sur l'île déserte. Et puis finalement, la réalité, elle est assez comme ça. C'est-à-dire que oui, c'est une vie sauvage. Oui, c'est une expérience un petit peu extrême. Mais encore une fois, on en tire quelque chose. Ouais. On ressort plus fort finalement. Thomas Forêt, je reviens vers vous. Ça vous tenterait une expérience d'un Waller comme ça, utilisé à distance, mais à distance extrême? Alors non seulement, ouais, ça m'intéresserait. Enfin, moi j'ai déjà vécu à titre personnel des expériences similaires. Je pense qu'effectivement vivre dans la ville en permanence, c'est aussi couper nos racines de ce que nous sommes. Et clairement, alors nous ce qu'on faisait jusqu'à présent, c'est plutôt bon, c'est un peu moins exotique, mais ce sont des séminaires en fait chaque année où on emmenait toute l'entreprise dans la campagne, quoi. Donc voilà, c'est moins radical. Mais il y a des expériences comme ça qui existent aussi. Alors j'avais vu il y a quelques années un partenariat entre, vous savez, le ministère des Armées et une grande école de commerce dont le nom m'échappe, mais ils faisaient du mix de formation. Et ils emmenaient des élèves de l'école de commerce pendant 8 jours en stage, pas commando, mais vous voyez, où ils apprenaient le leadership.
Alors ça, c'était très intéressant parce qu'effectivement, voilà, on est loin de l'ordinateur, on est loin de ce qui est feutré en fait dans tout ce qu'on peut connaître voilà, dans cette vie un peu moderne, connectée aussi. Je pense que la déconnexion a évidemment beaucoup d'impact positif. Et d'ailleurs, pour nous, dans Waller, ça c'est un vrai sujet, le sujet de la connectivité. L'outil de télétravail ou l'outil, je me permets de revenir un peu au sujet, mais l'outil de connexion aux autres, c'est pas forcément un outil de connexion permanent. Et il y a beaucoup de solutions qu'on appelle réseaux sociaux d'entreprise, outils collaboratifs ou voilà, des plateformes de communication, et beaucoup qui sont aussi avec ce point de vue un peu américain, qui est de dire, pour être efficace, pour être productif, rentable, il faut être toujours connecté à tout. C'est exactement la philosophie de Teams et la philosophie de Slack que tout le monde connaît. Enfin, en tout cas, Teams, tout le monde connaît maintenant. C'est la logique des flux d'infos permanents et qui voilà, c'est cette idée, il faut être connecté à tout pour tout savoir et pour être efficace. Moi, je pense l'inverse. Moi, je pense que l'outil numérique, il devient efficace quand il devient abstrait, c'est-à-dire quand il s'abstrait en réalité du quotidien et quand il devient vraiment un outil au service de la communication humaine qui, elle, passe nécessairement par le relationnel présentiel. Ça, c'est très important. Je pense que des sociétés qui prennent la décision aujourd'hui de faire du full remote permanent, je pense que ça aura beaucoup de limites dans l'avenir. Et je pense qu'il y aura un retour effectivement au présentiel. Nous, on est très attachés à ça. C'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure d'une sorte de continuum, parce qu'il ne s'agit pas d'envisager le télétravail comme un absolu, comme quelque chose qui serait la clé à tout. Bien sûr, ça répond à des enjeux très importants en termes de transport. Quand on est dans une métropole, évidemment, on peut penser que gagner 1 heure à 2 heures par jour, c'est évidemment bien pour l'équilibre personnel de chacun, mais tout à distance, ce n'est pas non plus très humain. Et on a conçu Waller comme un outil dans lequel l'utilisateur va en fait reprendre le contrôle sur les conversations, les communications, les sujets surtout sur lesquels il veut s'attacher. Donc c'est l'inverse d'une boîte mail. Dans une boîte mail, vous recevez en permanence des sujets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et ça, c'est vraiment la pollution du système collaboratif des années 80 jusqu'à maintenant. Cette idée de plateforme et ces idées de plateforme qui arrivent maintenant, en tout cas avec Waller, nous on essaye de prendre du recul par rapport à ça et de donner aux collaborateurs, aux gens qui communiquent dans leur milieu professionnel, un outil où ils peuvent redevenir proactifs. S'ils ont envie de faire des pauses, ne pas consulter les sphères de communication, eh bien, ils ne sont pas obligés de le faire et ils ne seront pas pollués de push. Et ça, je pense que c'est très important parce que beaucoup d'outils aujourd'hui se ressemblent tous et on parle encore beaucoup de notifications, etc. Et en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est malheureusement reproduire le problème qu'on voit avec les emails. Or, l'information, elle est en train aujourd'hui d'exploser. Le nombre, si vous voulez, de la quantité d'informations. Et c'est la raison pour laquelle il faut essayer de développer des outils qui soient un tout petit peu plus humains et un tout petit peu plus respectueux, effectivement, de cette dimension humaine dans laquelle il doit y avoir d'espace de pensée. Parce que si on n'a pas d'espace de pensée, on n'a pas de créativité. On n'a pas, vous voyez, on dit souvent, c'est dans le silence qu'on a la meilleure imagination, ou peut-être dans la solitude qu'on arrive à se recentrer. Ça, c'est pour rejoindre les sujets évoqués auparavant. Ça, j'y crois très fortement. Thomas, on parlait avec Gauthier d'adaptabilité, de nécessité de s'adapter. Ça aussi, c'est un gros enjeu de la dématérialisation. Votre outil s'adapte, les outils doivent s'adapter en permanence? Oui, effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas de software qui soit en tout cas déployé sur les réseaux Internet ou autres qui n'évolue pas en permanence. Donc, ce n'est pas une solution figée, c'est d'abord une plateforme qui évolue tout le temps. Alors, à titre d'exemple, ça c'est intéressant. Nous, notre produit, si vous voulez, il est mis à jour 2 fois par jour. Vous voyez, donc c'est jamais figé. Et c'est intéressant aussi parce que les besoins auxquels va répondre cet outil ou un autre outil numérique, ces besoins-là, on les découvre en même temps et ils changent avec les usages qui changent eux-mêmes. Donc, on n'est pas dans
on est clairement dans une période de transition du aucun numérique il y a quelques dizaines d'années à évidemment du tout numérique maintenant. Le numérique est partout, ça on le sait très bien, il embrasse tous les métiers et on ne peut pas imaginer que dans cette transition, les outils eux-mêmes ne soient pas en transition. Ça c'est très important. Il y a beaucoup de bonnes idées qu'on a eues dans le passé, sur lesquelles on est revenu. Il y a beaucoup de besoins qui émergent avec des situations comme 2020, où on a tout d'un coup des périmètres entiers d'entreprises qui n'étaient pas habitués à faire du télétravail, parfois dans des conditions évidemment qui ne sont pas forcément propices même au télétravail. Je pense à toutes ces situations particulières. Il y a beaucoup de collaborateurs qui avaient des situations très différentes les uns des autres. Certains évidemment avaient de l'espace chez eux, d'autres non, hein, ou étaient avec des enfants, etc. Donc toutes ces logiques-là, elles dessinent des transitions auxquelles aujourd'hui, nous, éditeurs de logiciels, on doit évidemment faire face, y répondre le mieux qu'on peut et surtout y répondre main dans la main avec nos clients et nos utilisateurs. Ça, c'est très important. On ne construit pas des solutions ou une solution tout seul. On la construit en permanence, on dialogue avec nos utilisateurs. Merci Thomas pour ces explications, ces Merci. réponses. Des questions, on commence à en avoir des réactions aussi alors, à propos de vos expériences à Gauthier et Vincent. C'est un peu le même concept que de kidnapper des dirigeants pour faire du team building, par exemple. Caroline qui nous dit « Partir en laissant l'entreprise, n'est-ce pas un peu idéaliste avec les contraintes du business ?» Gauthier? Pas du tout. Dès lors que la société s'y prête, évidemment, il faut que ce soit compatible, mais dès lors que le projet est très prévu, bien organisé, qu'on l'ait bien pensé, c'est tout à fait possible. Et moi, quand j'étais revenu du désert, j'avais dit si quelqu'un un jour veut partir, j'ai aucun problème pour qu'on me remplace et que ce soit quelqu'un d'autre. Parce que j'estime que ce sont des expériences uniques, on se retrouve à la fois seul mais en relation avec son équipe. Cette relation, d'ailleurs, elle est intéressante parce qu'elle a évolué aussi dans le temps. Finalement, lorsqu'on était en France, on avait des relations de bureau. Et puis, lorsque je suis parti sur l'île, qu'on s'est rendu compte que c'était beaucoup moins simple qu'on l'imaginait, j'ai fini par avoir des relations beaucoup plus personnelles avec mes collaborateurs, notamment le week-end. Et finalement, lorsque je suis revenu en France, on a eu des relations nettement améliorées parce qu'on s'était raconté des choses personnelles, ce qu'on ne fait en principe jamais au bureau. Mais il a fallu cet événement pour que finalement l'équipe soit consolidée. Et donc si c'était, on l'a refait, mais on l'a refait non pas parce qu'on est inconscient, mais parce que ça a bien fonctionné. Avantage, oui. Et que finalement, il faut parfois sortir d'une routine, parce qu'on est tous dans la routine, elle enferme, et se dire on ose quelque chose. Alors on peut se planter, mais on s'en fout de se planter. D'ailleurs, ça ne menace pas la santé de l'entreprise. Attention, moi j'étais actionnaire de la société, donc si elle s'était plantée, j'étais perdant. Vous aussi, oui. Donc je ne suis pas non plus complètement inconscient. Mais encore une fois, ces expériences qui sortent de l'ordinaire, qui sont singulières, elles vont, pour répondre à cette question, renforcer une équipe et en aucun cas ça menace une société, en l'espèce. Vincent, est-ce qu'il y a un moment où il faut qu'une société, il y a des signes dans une entreprise qui font qu'il faut déclencher un séjour chez vous, un stage chez vous? Là, c'est vraiment le bon moment, puisqu'on a tous passé 1 an et demi un peu isolés. Ça a été aussi une des problématiques liées au télétravail. C'est que, d'une part, les collaborateurs ont été isolés, chacun est resté à travailler chez soi. En plus de ça, on a tous vécu un moment d'hyperconnexion très important. Comme ça a été dit tout à l'heure, il y a eu une multiplication des messages, des échanges, des outils. Certains collaborateurs ont continué à télétravailler le soir, après la journée de travail, parfois le week-end. Bref, globalement, on a vécu une période d'hyperconnexion intense. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un besoin de se retrouver, il y a un besoin de se voir dans la vraie vie. Et surtout de créer des moments d'équipe, parce que ça fait 1 an et demi que ça n'a pas été le cas. Alors, bien sûr, il y a eu des événements à distance, les office managers, les DRH ont essayé de créer des petites aventures d'équipe à distance, mais ça ne vaut pas malheureusement une vraie aventure d'équipe en présentiel. Et donc organiser aujourd'hui un séminaire de déconnexion, ça a tout son sens pour d'une part recréer du lien entre les collaborateurs, mais aussi intégrer les nouveaux, ceux qui sont arrivés en pleine période de télétravail notamment et qui n'ont jamais vu leurs collègues. Et surtout faire en sorte de rebooster les équipes, de les remotiver
pour attaquer cette reprise. Ouais, c'est le bon moment pour déclencher ce type d'échange. Stéphane nous dit réapprendre la cuisine, le ménage, la gestion des enfants, c'est pas mal aussi. Bon, on a eu un petit peu plus d'1 an et demi pour ça, pour se réimmerger dans la maison. Là, on part plutôt pour tout à fait autre chose. Vos questions, vos réactions, on les attend évidemment dans la fenêtre de chat à tout moment. On peut interpeller Gauthier, Thomas ou bien Vincent pour échanger sur leur parcours. N'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à réagir. On est là pour ça tout au long de ce congrès du télétravail, pour échanger véritablement avec vous. Je reviens vers vous, Gauthier. Vous avez encore un rêve. Alors vous repartez, ça c'est vrai, vous repartirez, vous le ferez régulièrement. Il y a un endroit dans le monde où vous aimeriez vous poser avec votre ordinateur, vos panneaux solaires, un animal de compagnie? Ah, c'est une envie qui est régulière, oui. Parce que chaque expérience est différente. Chaque expérience est différente. Y compris dans la relation avec l'animal. D'ailleurs, je conseille beaucoup aux personnes qui travaillent à distance d'être accompagnées quand ils le peuvent par un animal. L'animal permet aussi de ne pas regarder le nombril, de se dire je vais lui donner à manger, je vais m'occuper de lui. Donc il y a une relation qui est assez particulière avec l'animal. Quand je suis parti dans le désert, là on se retrouve dans des conditions où on a plus de 50 degrés à l'ombre. J'avais pris donc un lévrier persan. Le chien, la communication que j'ai eue avec mon chien, c'était à peu près la même qu'avec l'autre. Sauf que là, le chien était un peu mon prof de SVT. C'est-à-dire qu'il m'a pris pour un abruti de Parisien qui ne connaissait pas la nature. Et lorsqu'on se promenait, j'avais remarqué que souvent, il me faisait contourner tout ce qui était buissons, etc. Et bon, je suivais parce que je lui faisais confiance. Et finalement, il a voulu me faire remarquer que, bien sûr qu'en dessous des buissons, c'est là où on trouve les serpents, les scorpions, etc. Donc l'animal vous protège. Ouais, il y avait un risque et évidemment, il faisait contourner ce risque. Voilà. Donc il y a une relation avec l'animal qui est assez intéressante à étudier. Et encore une fois, c'est un compagnon. Mais oui, repartir, c'est une envie qui est permanente. Et le lieu? Un désert chaud, un désert froid? Alors, ce sera une île déserte en octobre. Ouais. Et par la suite, c'est pas encore tout à fait À finalisé. voir. J'espère qu'on se reverra pour en parler bientôt. Avec un but quand même aussi de toujours essayer de comprendre tout ce qu'on peut faire à distance. En octobre, je vais sûrement expérimenter la médecine à distance. Donc je vais me mettre dans une situation de survie, en espérant que je sois un peu malade, pas trop. Pour que ça déclenche un certain nombre de capteurs qui sont ensuite envoyés en Europe et que je puisse me tester. Par exemple, sur l'île désert, je m'étais coupé avec la machette une partie du bras. Bon, j'ai dû me recoudre, c'était pas très, très plaisant, donc c'est une petite coupe. Hein, mais bon. Là, avec une médecine à distance, on pourra se dire, tiens, c'est gros, c'est pas bien, c'est ci, il y a ça. C'est de voir jusqu'à quel point on peut s'auto-diagnostiquer avec, bien sûr, le Toubib qui est à distance. Donc voilà, cette médecine à distance, elle peut rendre service à des millions de personnes dans le monde, parce qu'il y a des déserts médicaux. Alors, il y en a en France comme il y en a en Afrique. Et le but de cette expédition, c'est de montrer jusqu'à quel point quelqu'un de normal comme moi peut s'en sortir. Après tout, je m'en sors, plein de gens peuvent s'en sortir. Donc il n'est pas cette crainte du compliqué, voilà. Mais sur une île déserte, l'avantage, c'est que c'est le lieu de tous les possibles. Alors à la fois le grand bonheur, quand on voit un lever de soleil, comme on le disait tout à l'heure, on a l'impression que c'est le premier du monde, c'est absolument merveilleux. Et puis après, vous pouvez passer par des phases de stress, vous pouvez passer aussi par des phases d'accident. Et c'est celle-là qui m'intéresse pour la prochaine expédition, c'est de voir comment cette médecine à distance peut répondre. Il y a aussi un autre aspect qui m'intéresse pour la prochaine expédition, c'est l'aspect psychologique. Vous aviez parlé, vous commencez à parler de ce suivi. Ouais. Voilà, c'est-à-dire de voir dans quelle mesure on a les mêmes réactions à chaque fois qu'on est seul, comment ça se déroule dans la tête. Le médecin à distance, finalement, c'est un psy. Une fois sur l'île déserte, à force de ne plus manger, d'être affaibli, il m'a envoyé un petit email en disant « il y a un truc qui ne va pas là ». Et donc il m'avait dit, voilà, en fait tu es déshydraté, tu manges quasiment plus, tu es à moitié anorexique. Donc il m'avait passé de la potion magique, ce qu'on donne aux grands déshydratés dans les hôpitaux. Et effectivement, ça a été mieux. Et le médecin à distance, lui, c'est aussi un psy. De toute façon, si vous avez quelque chose de grave, il ne peut rien faire.
Il est juste là pour vous calmer. Il est à plusieurs milliers de kilomètres de vous et vous conseiller. Et dire qu'on se sentait isolé quand on était en télétravail en Normandie au mois d'avril 2020. Waouh. Vincent, comment vous suivez, comment vous accompagnez vos clients après les séjours courts? Est-ce qu'il y a un accompagnement? Alors, ils gardent l'application, vous l'avez dit tout à l'heure, qui permet de couper les datas et certainement pas mal de notifications, de revenir presque au 3310 de Nokia, vous l'avez dit. Comment vous les accompagnez? Il y a quelque chose par la suite qui se fait, qui se met en route? Bien sûr, en fait, on leur propose des formations, des ateliers sur plusieurs thématiques qui sont liées à la qualité de vie au travail et aux usages numériques. Donc, on va les accompagner sur la question de comment faire pour améliorer ces usages numériques, comment améliorer sa gestion des emails, comment faire des réunions à distance qui sont plus efficaces ou même en présentiel. Puisque le problème aujourd'hui des réunions présentielles, c'est qu'on est souvent en train de faire du multitâche, hein, on est souvent en train de faire nos mails en écoutant la réunion. On va les aider aussi à apprendre à mieux déconnecter le soir, le week-end et pendant les vacances, puisqu'aujourd'hui, on le sait, de plus en plus de collaborateurs ont du mal à déconnecter. Il y a une étude qui nous montre que 80% des cadres n'arrivent pas à couper de leur messagerie professionnelle le soir, le week-end et pendant les vacances, donc c'est un vrai sujet aussi pour l'entreprise. Et puis après, on va les accompagner sur plein d'autres thématiques, que ce soit la gestion du stress, la gestion du temps et des priorités, la créativité, la concentration, etc. Puisque toutes ces thématiques sont liées au final aux usages numériques. Donc on va leur proposer ces petits ateliers qui durent 1 heure, 1 heure et demie, qu'on peut faire à la fois à distance, mais bien sûr aussi en présentiel. On peut faire de la formation, hein, notamment pour les managers, des formations d'une demi-journée, d'une journée. Voilà, l'idée c'est vraiment de les accompagner au quotidien pour les aider à améliorer leurs usages numériques, à améliorer leur qualité de vie au travail et au final à reprendre le contrôle sur cet Internet omniprésent, sur ces usages numériques qui sont parfois mauvais ou en tout cas pas assez équilibrés. On va retourner dans les bureaux de Waller avec Thomas Forêt. Thomas, comment va évoluer Waller dans le futur? C'est quoi la suite? L'intégration encore d'autres solutions? Je sais que vous intégrez les environnements, vous intégrez les solutions diverses et variées dans Waller. Vous allez encore plus loin? Oui, alors l'évolution de Waller, d'abord, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est permanent. Donc il y a beaucoup d'idées qui sont, je dirais, dans nos cahiers de brouillon. Donc, comment ça va évoluer? D'abord, ça va évoluer peut-être vers une solution on travaille beaucoup l'ergonomie parce que ça, on voit que c'est extrêmement important, l'expérience utilisateur. Et même si l'expérience utilisateur, ça n'ajoute pas de fonctionnalité, l'idée, c'est de pouvoir toujours et en permanence avoir un usage extrêmement simple. Voilà, je crois qu'on a de très bons exemples outre-Atlantique avec des solutions qui sont évidemment très travaillées sur ces sujets. Après, notre roadmap, puisque, pardonnez-moi l'anglicisme, mais la roadmap de Waller, c'est aussi beaucoup de cybersécurité, puisqu'on est en train de démarrer un programme R&D pour concevoir en fait des algorithmes de chiffrement qui permettent de répondre aux enjeux de cybersécurité, surtout en transaction, ce qu'on appelle le chiffrement de bout en bout. Voilà, ça c'est un gros sujet pour nous. C'est un travail que nous faisons avec l'ANSSI aussi, qui est l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information. Et puis après, l'évolution de Waller, c'est aussi probablement une plateforme qui soit capable techniquement d'accueillir de plus en plus de monde. Ça, c'est le volume utilisateur, parce qu'on a quand même eu, depuis le confinement, pendant le confinement, on a eu 400% d'augmentation de notre trafic. Et puis, évidemment, cet usage, il a fortement, il est resté. Et donc, il y a des enjeux très techniques aussi qui ne sont pas seulement fonctionnels. Voilà, donc c'est un travail, j'ai envie de vous dire, de fourmi, mais aussi permanent. Il n'y a pas de révolution en tant que telle, mais il y a savoir nicher l'innovation en permanence au sein de la plateforme. Ouais, ça a l'air de vous passionner. En tout cas, je sens beaucoup d'engagement sur la suite. Je vais revenir vers l'expérience ultime de Gauthier, tout le monde. Vous avez cette expérience par rapport à tout ce qu'on a pu vivre. Pour la plupart des gens, j'imagine, qui nous regardent, c'est tout à fait extrême. Quand vous êtes rentré, est-ce que vous étiez plus apte à écouter, plus apte à apprendre, ou au contraire plus renfermé peut-être? Est-ce que ça a refermé des choses? Est-ce que vous sentez, je sais pas, un cerveau plus libre, plus disponible? Alors, le premier jour, j'ai retouché la terre ferme. Ça n'a pas été une grande réussite. D'abord parce que j'ai dû me séparer du chien, que j'ai revu des voitures, que j'ai quitté mon univers, et ça me faisait quand même très bizarre. Pour vous dire,
j'avais pris une chambre d'hôtel, j'étais incapable de dormir sur un matelas. Donc j'ai dormi par terre. Demain, je prends une chambre d'hôtel et dormir par terre. Parce que je voulais me retrouver dans des conditions telles que j'étais sur l'île déserte. Ensuite, je ne supportais pas être enfermé, donc je me promenais à partir de 3 heures du matin jusqu'à 6 heures. Donc, je ne peux pas dire que ce soit une réadaptation absolument exceptionnelle. Petit à petit, on se réhabitue à, comment dire, à parler aux autres. Mais finalement, on va leur parler différemment parce qu'on a eu une richesse intérieure qu'a apporté cette expérience. Et puis aussi une transmission de ce bonheur qui est de se réapproprier une vie en pleine nature. Donc petit à petit, on a des rapports avec les autres qui sont changés, mais qui sont finalement meilleurs. Mais au départ, quand on sort de l'île, on est un Robinson Hirsute et pas très... Un peu revêche pas très au bavard, monde. revêche, voire râleur, oui, oui. Après, ça se passe, heureusement. Sur l'aspect cognitif, l'apprentissage, la curiosité. La curiosité est décuplée, tout est décuplé. Ouais, tous ces ressentis sont décuplés. Et finalement, maintenant en France, quand je me promène dans les Alpes ou dans le Luberon de Bain, j'ai toujours ces réflexes qui sont liés à une expérience au plus près de la nature. Seul face à la nature, et sûrement, parce qu'on peut être avec des amis, des potes, tout ce qu'on veut, mais lorsqu'on se retrouve seul, confronté à la nature, c'est quelque chose d'inouï parce que les sensations sont décuplées. Voilà. Ouais, il y a quelque chose qui se passe forcément. Il se passe quelque chose. Déconnexion d'une chose, mais reconnexion d'une autre. Ouais. Vincent, sur 2-3 jours, on n'a pas ce résultat-là, forcément. Il faut le cultiver, il faut le travailler, il faut continuer. Bah, effectivement, sur 2-3 jours, on a déjà les bienfaits de la reconnexion à la nature, on a les bienfaits de la déconnexion liée au numérique, hein, puisque mine de rien, on vit dans un univers hyper connecté, on a tendance à être constamment connecté sur les réseaux sociaux, à regarder des séries, etc. Donc rien que de se couper 2-3 jours d'Internet, pour certains, c'est un challenge. Après, c'est sûr que plus on a de temps, plus on ressent les bienfaits de la déconnexion, ça c'est évident. Moi j'ai eu des expériences de déconnexion, alors pas aussi poussées que Gauthier, mais j'ai voyagé par exemple pendant 1 mois en Mongolie sans Internet, hein, c'était en 2013 également. Et c'est vrai que rien que de passer 1 mois déconnecté sans Internet, sans écran, forcément on ressent encore plus les bienfaits de cette déconnexion. Ouais, il y a des choses forcément et nécessairement qui se passent. Stéphane nous dit qu'il faudrait peut-être passer par un SAS comme un militaire en retour d'OPEX, d'opération extérieure. Ouais, vous auriez pu vous aménager ce SAS. Peut-être un peu ce que vous avez fait hein, avec votre matelas par terre, avec sortir la nuit et Oui, décaler les choses. C'est une espèce de SAS. En fait, quand on revient, on est assez assailli par les gens parce qu'il y a du boulot. Tout ce qu'on n'a pas pu faire en distanciel, il faut le faire en présentiel. Donc le SAS, il est quasiment impossible parce qu'on est tout de suite submergé par le quotidien. Mais finalement, le fait d'être submergé par le quotidien évite une forme de nostalgie. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas ce quotidien qui vous happe, forcément, vous repartez dans vos rêves, dans votre imagination, vers votre île déserte. Parce que vous avez vécu là des choses que personne d'autre n'a vues. Vous avez eu des sensations qui ne sont pas toujours très faciles à décrire. Et donc, il y a toujours cette tentation de repenser à ces moments uniques. Donc, l'avantage, le SAS, en fait, c'est le quotidien qui vous absorbe immédiatement. Mais on se rend compte à quel point il est absorbant. Denis me demande combien vous avez de salariés dans votre entreprise. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit depuis le Oui, début de très juste, l'interview. Grande, voilà. moyenne, petite entreprise. Alors, c'est une société de presse qui a à l'époque, hein, qui avait une dizaine de personnes. Le but, c'était que chacun, depuis que j'étais le patron de cette société, c'est que chacun gère sa partie comme si c'était sa propre entreprise. Et donc, il y avait une autonomie vraiment de l'ensemble du personnel. Il faut forcément un patron, mais chacun était un petit patron pour son petit département. Donc 10 personnes, c'est jouable, il n'y a aucun problème. Au-delà, je ne sais pas, on n'a pas expérimenté. Mais c'est vrai que la TPE se porte assez bien à ce genre d'expérience. C'est du silotage ou pas quand on fait 10 personnes, 10 secteurs? Ou au contraire, est-ce que tout le monde est changé et la taille de l'entreprise permet tout de même de garder un échange? Alors ce que j'aime bien aussi, c'est que les gens puissent remplacer l'autre. Donc, oui, d'intervertir les personnes. Il y a une interaction. D'accord. Oui. Ce qui m'a toujours amusé, c'est d'être novateur, de partir vers des choses qui ne sont pas forcément très pratiquées.
Et surtout, lorsque j'ai repris cette société, c'est une structure un peu vieillissante dans ses modes de vie, de fonctionner, et le but, c'était vraiment de tout changer. Alors, il y a des choses qui ont marché, puis d'autres qui n'ont pas marché, évidemment, mais dans l'ensemble, c'était plutôt favorable. Thomas Forêt, je reviens vers vous chez Waller. Est-ce que le désilotage, c'est un enjeu avec la dématérialisation? Oui, je pense que ça touche vraiment le mode de gouvernance en fait de l'entreprise. Je dirais le numérique par essence en fait vraiment permet de supprimer les silos, en ce sens que la connexion transverse qu'il permet dans sa construction, dans l'Internet lui-même, eh bien, en fait, crée tout simplement des canaux de communication inter-services ou interpersonnels. Et évidemment, ça, je pense que c'est un grand enjeu d'abord de beaucoup de grandes entreprises qui sont organisées ou historiquement très hiérarchiquement. Je pense qu'on a beaucoup entendu parler de matriciel, de sujets transverses, etc. Et je pense que c'est vraiment un des enjeux, une valeur en fait probablement cachée et masquée par les hiérarchies trop verticales, parce qu'il y a beaucoup évidemment d'intérêt à mutualiser et à créer de la valeur aussi en transverse. Le numérique permet ça. Merci Thomas Forêt chez Waller. Vincent Dupin, le désilotage, alors c'est vrai que c'est un enjeu, on le sait, on l'a compris, on l'a appréhendé. Est-ce qu'on casse pendant ce temps-là aussi, pendant ces moments de rencontre, est-ce qu'on casse les silos qui peuvent exister? Alors effectivement, et c'est ça aussi un des objectifs des séminaires qu'on organise chez Into the Tribe, c'est de faire en sorte que les équipes se mélangent, que des gens qui ne se connaissent pas forcément bien apprennent à se connaître. Et le fait de ne pas être chacun chez soi, derrière son ordinateur, à être sur sa mission, et plutôt de partager des moments forts en équipe, eh bien, ça crée justement ce partage et cette cohésion d'équipe. On organise beaucoup d'activités comme des chasses au trésor, des olympiades, parfois des team building Koh-Lanta, alors rien à voir encore avec ce que vous avez vécu Gauthier, mais l'idée c'est vraiment de sortir un peu aussi les collaborateurs de leur zone de confort et de faire en sorte qu'ils se mélangent, qu'ils échangent au maximum et de casser d'une certaine manière les silos, ouais, effectivement. On a fait ce plateau un peu à l'envers parce qu'on a demandé à Gauthier combien il avait de salariés. Je vous demandais d'où elle vient cette idée, comment elle naît, pourquoi on a l'idée d'emmener des chefs d'entreprise, des managers, des dirigeants déconnectés. Et bien justement parce que en fait, j'ai vécu cette déconnexion lors d'un voyage en Asie. Je me suis retrouvé extrêmement déconnecté pendant 3 mois. J'ai vécu 1 mois en Mongolie, puis après 1 mois en Inde, dans l'Himalaya. Et j'ai fini mon voyage au nord du Laos. Et en fait, 3 endroits totalement déconnectés où les populations qui vivent là-bas n'ont pas Internet. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a encore 40% de la population mondiale qui vit sans Internet. Il y a 1 personne sur 2 qui n'a pas accès aux réseaux sociaux. Alors nous, on est hyper connectés ici en Europe, mais dans plein d'endroits dans le monde, il n'y a pas de réseau ni de connexion Internet. Et donc, j'ai vécu pendant ces 3 mois juste avec le seul moyen de communication qui était mon téléphone portable, qui servait juste à envoyer des SMS, et encore j'avais un forfait national, donc je pouvais communiquer quasiment avec personne. Il y avait quelques cybercafés où je m'y rendais peut-être 1 fois par mois pour donner des nouvelles à mes proches, mais globalement pendant ces 3 mois-là j'ai vécu déconnecté. Ça vous a inspiré? Ouais. Ça m'a inspiré et je me suis dit il y a peut-être un problème. Je me rappelle très bien quand je suis arrivé dans le métro à Paris et que j'ai vu la plupart des gens les yeux rivés sur leur smartphone. Je me suis dit, il y a vraiment un décalage entre nous et ces populations qui vivent déconnectées. Et vu que j'étais passionné de voyage, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un coup à jouer sur ces voyages liés à la déconnexion? J'ai vu que ça existait et que ça marchait aux États-Unis. Là-bas, ils organisaient des summer camps digital detox. Et donc, je me suis dit, on peut réfléchir à une alternative ici en France. Et j'ai démarré ce projet en créant des voyages pour les particuliers. Donc j'ai amené des groupes dans le Berry, en Catalogne, dans les Cyclades, au Portugal. Et puis j'ai été rapidement contacté par des entreprises qui m'ont dit « mais votre projet là, de voyage Digital Detox, ça nous intéresse. On a envie de faire un séminaire Digital Detox. Est-ce que vous pouvez nous emmener ?» Je dis « pas de problème, je vous emmène ». Et depuis, ça fait 6 ans qu'on emmène les collaborateurs se déconnecter à droite à gauche partout en Europe. Thomas Forêt, on va terminer avec vous avec une présentation de l'entreprise. Waller, combien de gens qui travaillent autour de vous aujourd'hui? Alors, Waller aujourd'hui, c'est près d'une 30aine de personnes. Voilà, c'est une société qui est en croissance très forte parce qu'il y a 1 an, on était une 15aine. Voilà, des profils très variés, de tous âges.
passant, enfin, vous voyez, du développeur au designer, en passant par les commerciaux, le marketing, etc. Voilà, c'est une petite PME et qui est en croissance. Merci pour ce petit tour chacun avec une petite présentation en clôture de cette émission. Gauthier, tout le monde, je vais vous laisser le mot de la fin avec l'expérience que vous avez vécue. On vous doit bien ça. Conseil pour un télétravailleur, enjeux, limites et apports, c'était la thématique. L'animal, le sport, le travail de 5h à 23h, ce que vous avez fait. Éventuellement de la méditation, ça ne peut pas faire de mal. Garder sa richesse intérieure et puis vraiment savoir se déconnecter régulièrement. Parce que finalement, le danger de cet outil incroyable qu'on utilise régulièrement, c'est d'y rester constamment connecté. Donc, moi personnellement, j'ai réussi à tenir parce que je m'étais imposé une discipline militaire. Des limites, un cadre, des horaires. Alors vous, c'était du 5h, 23h, hein, c'était des très longues journées de travail. En fait, je vivais en fonction du soleil et donc il fallait se lever le plus tôt possible. Mais, et puis on profite aussi des différentes heures. Mais vraiment, ce caractère militaire des horaires, c'est important. Il n'y a personne pour vous dire, tu as vu l'heure ou on est en retard, il n'y a rien. Et s'il n'y a pas ce cadre un peu rigide, ça part en vrille, forcément. Donc même ici en France, s'imposer ça, c'est important. La tenue de travail, vous étiez pas en chemise de nuit, mais vous étiez comment? Alors j'étais pas en chemise de nuit, j'étais en bermuda, pas forcément habillé toute la journée. Et par contre, le soir, je me faisais fort de mettre, c'est idiot, hein, des chaussures de ville, un pantalon, une chemise à peu près repassée, et pas trop dégueulasse. Et l'humidité, oui. Un petit truc autour du cou. Et j'allais comme si je me rendais chez un ami. Pourquoi? Parce que sinon, vous devenez un Robinson. Alors, vous l'avez peu, vous êtes hirsute, donc je me rasais aussi, etc. Il faut ce genre de discipline vestimentaire aide aussi à ne pas partir en vrille. Et l'animal de compagnie? Il est très fier de moi quand il me voyait. Évidemment, ouais. Il est nécessaire aussi, il permet mal, lui aussi. bien habillé, etc. Il permet lui aussi de déconnecter parce qu'il vient vous chercher, parce qu'il vient demander. L'animal, en fait, vous êtes responsable de lui. Lui est responsable de vous, mais vous êtes aussi responsable de lui. Donc, de toute façon, il vient vous chercher pour les croquettes. Ah, minima, oui. Et comme après, vous avez une vie très organisée, même sur une déserte, il y a des heures, il connaît les heures. Donc, il vient vous donner des coups de museau, il dit, t'as vu l'heure, et voilà. Ah oui, c'est que c'est le moment où il faut y aller. C'est que c'est le moment. Merci d'être venu partager la richesse de cette expérience, Gauthier Tout le Monde. Il y a un site internet, il suffit d'aller dans un moteur de recherche et aller à la rencontre de Gauthier Tout le Monde. Il y a des films. Vous êtes filmé avec une GoPro, il y a beaucoup d'images, pas mal de plans suggestifs d'ailleurs, où vous filmez, où vous êtes à distance de la caméra. C'est assez intéressant. Merci encore Vincent Dupin de venir nous parler de cette expérience, cette studio Tribe. Si vous avez besoin de déconnecter, si vous n'avez pas encore envie ou si vous n'avez pas la possibilité de partir dans le projet de Gauthier Tout le Monde, appelez très vite Vincent Dupin. Et puis Thomas Forêt, merci d'être venu nous présenter cette solution en Waller qu'on connaissait déjà et qu'on a été ravis de découvrir un tout petit peu plus avec Merci vous aujourd'hui. Salut à toute votre équipe et aux 30 personnes qui travaillent autour de vous. On va refermer cette émission. Merci de vos questions, vos réactions, Stéphane, Caroline, Adrien, merci beaucoup d'avoir échangé avec nous. Le congrès du télétravail, ça continue évidemment pendant 2 jours. Le programme complet est sur le site internet congrès-télétravail.com. Merci à tous et à toutes.